Ce soir, Ottawa lève la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les passagers aériens pleinement vaccinés. Trop peu, trop tard, nous dit Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Droit de travailler en français dans la fonction publique fédérale. On reçoit Raymond Héberge, commissaire aux langues officielles du Canada. À l'approche du sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, les politologues Stéphanie Chouinard et Frédéric Boily nous disent à quoi on peut s'attendre. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors que la vaccination progresse au pays, Ottawa annonce finalement des assouplissements aux frontières. Les Canadiens entièrement vaccinés qui reviennent de l'étranger par avion n'auront plus à faire de quarantaine obligatoire à l'hôtel. La mesure entrera en vigueur à compter du début du mois de juillet. Les voyageurs devront cependant présenter un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID avant leur départ et à l'arrivée. Ce changement ne s'appliquera cependant pas aux touristes. Voici les détails avec le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc. La première phase, qui est actuellement considérée, vise à permettre aux gens pleinement vaccinés qui sont autorisés à rentrer au pays, les Canadiens, les résidents permanents et les travailleurs essentiels, de pouvoir le faire sans passer par un hôtel de quarantaine. Les personnes pleinement vaccinées sont celles qui ont reçu le nombre requis de doses d'un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada. Les gens pleinement vaccinés devront toujours se soumettre à un test de dépistage avant le départ ainsi qu'à un test à l'arrivée. Pour réagir maintenant à cette annonce et pour discuter aussi de la suite des choses, je retrouve Michel Leblanc, qui est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, Michel, on a un premier assouplissement aux frontières. Ottawa qui lance donc la toute première phase du processus de réouverture des frontières. On sait qu'à la Chambre de commerce, vous réclamiez justement la fin de la quarantaine obligatoire à l'hôtel. Qu'est-ce que vous pensez de cet assouplissement qui a été annoncé aujourd'hui par Ottawa? C'est un assouplissement, je dirais, ultra léger. On aurait voulu des annonces beaucoup plus fermes, avec un leadership beaucoup plus affirmé. Il faut se rappeler, la quarantaine obligatoire à l'hôtel, c'est une mesure spécifique canadienne. On ne retrouve pas ça ailleurs. On ne dit pas que c'était une erreur de l'imposer il y a quelques mois, mais on dit que présentement, de toute évidence, ça n'a plus sa place. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Et pourquoi on réclame la fin de cette obligation? C'est que c'est clair qu'il y a des gens là qui doivent faire du développement d'affaires, qui doivent se déplacer. Et là, présentement, cette quarantaine obligatoire à l'hôtel crée des problèmes dès lors qu'on veut faire déplacer des gens. Et on pense que ça n'a pas de raison d'être d'un point de vue sanitaire. On a vu un rapport du gouvernement qui l'a dit. Donc, le gouvernement avait simplement une décision à prendre, selon nous, c'est de dire c'est terminé. À partir de lundi prochain, il n'y a plus cette quarantaine-là. Ce qu'on nous annonce, c'est dans plusieurs mois pour les doubles vaccinés. C'est beaucoup trop peu. Ça prend plus de leadership. Et on pense même que le gouvernement va se rendre là. On ne pense pas qu'il va attendre quelques semaines encore. C'est juste qu'il n'exerce pas présentement son plein leadership. Oui, parce que on annonce donc la fin de la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les Canadiens qui ont reçu les 2 doses de vaccin. Il faut le rappeler. Ottawa dit probablement au début du mois de juillet, mais si tout va bien, ça dépend, c'est pas certain. On va s'ajuster, on va corriger le tir. On sait qu'à la Chambre de commerce à Montréal, vous réclamez du gouvernement Trudeau de la prévisibilité. Un plan avec des dates précises, assorties de conditions précises. Est-ce que cette annonce de ce matin vous semble assez précise? Pas du tout. Encore une fois, c'est comme si le gouvernement fédéral n'osait pas s'affirmer. On parle avec des ministres qui nous disent, Michel, on est en discussion, on est en négociation. On voit qu'en Europe, les décisions se prennent, les décisions s'annoncent. On dit clairement, les gens qui sont doublement vaccinés, là, la santé publique nous dit le double vaccin, ça fonctionne. Donc, on devrait tout de suite annoncer quand est-ce que c'est possible pour des doubles vaccinés de voyager à l'international, sans quarantaine, même pas à l'hôtel, sans quarantaine, une obligation de passer un test au retour, ce qui se fait en Europe. Bref, on n'a pas besoin de réinventer le bouton à 4 trous. On voit des juridictions en Europe qui le font. On voit que ça se met en place de façon sécuritaire. Et ce qu'on pense, c'est que nous, le Canada, en traînant, d'abord, on crée de l'incertitude. Les gens d'affaires et tout le monde essaient de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains mois. Mais deuxièmement aussi, c'est qu'on ne met pas de l'avant l'importance immédiate d'aller chercher le deuxième vaccin.
Si on disait tout de suite, c'est possible, si vous avez le double vaccin, de voyager et de ne pas faire de quarantaine, on ferait juste accélérer grandement la recherche de la double vaccination. Donc, une feuille de route qui, pour le moment, selon ce que vous nous dites, n'est pas assez précise et ne va pas assez vite, finalement. Michel Leblanc, on sait que le Canada se classe dans les premiers pays qui ont administré une première dose du vaccin contre la COVID, mais on est encore loin quand même du compte en ce qui a trait à la deuxième dose. Comment et quand envisagez-vous justement une réouverture des frontières complète et sécuritaire? Bien, moi, ce que j'entends d'abord, c'est que les gens qui ont reçu la double vaccination, eux, devraient pouvoir voyager très rapidement. Ça devient une question aussi du fameux passeport vaccinal, donc cette application. J'entendais récemment des spécialistes me dire qu'au Québec, on a un code QR et qu'il n'est pas compatible avec les codes QR développés en Europe. Alors là, je dis au gouvernement fédéral, dépêchez-vous d'arriver avec les standards pour que tout ça soit bien arrimé. Donc, si on a des applications qui fonctionnent d'ici quelques semaines, avec les gens doublement vaccinés, ça devrait être très rapide. Et si les gouvernements nous disent que c'est à 75 de la population doublement vaccinée que là, tout est ouvert sans aucune difficulté, et qu'on nous dit que c'est pour août, eh bien, ce sera sans doute pour août. Nous, ce qui est important, puis vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on veut de la prévisibilité. Ce qu'on comprend, c'est que les entreprises vont devoir voir à quel rythme ils vont voir leurs clients. Tout ce qui est l'industrie touristique, tout ce qui est l'industrie de l'accueil va pouvoir voir à quel rythme des gens éventuellement viendront ici. Et ça nous pose la dernière question qui est de dire, on ne peut pas avoir une approche qui dit les Canadiens, vous pourrez voyager, mais les touristes, vous ne pouvez pas rentrer, même si vous êtes doublement vaccinés. Ça va prendre une approche qui reconnaît la valeur de la double vaccination, autant pour les Canadiens que les Britanniques, que les Américains, que les Français qui voudraient venir ici. Bon, je veux vous entendre justement sur le passeport vaccinal parce que faudra évidemment prouver qu'on a bel et bien reçu les 2 doses du vaccin. Ottawa a justement confirmé ce matin ce que le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, vous avait dit récemment lors d'un passage devant la Chambre de commerce à Montréal, qu'Ottawa travaille de concert avec les Américains, avec les Européens sur ce passeport vaccinal. Donc, vous êtes favorable à la Chambre de commerce à cette idée de passeport vaccinal? Complètement, complètement. On l'a réclamé il y a maintenant quelques mois. On le voyait venir, on voyait des discussions à l'international. En fait, on aurait voulu que le Canada soit parmi les premiers pays, d'abord, à affirmer qu'il y aura ce passeport vaccinal. Deuxièmement, à avoir tout de suite la formule, la recette, bref, l'application qui va faire consensus mondialement et qu'on soit parmi les premiers sur la planète à être dotés de ces passeports vaccinaux. La question, pour nous, qui demeurait une question à débattre, c'est est-ce qu'on pouvait envisager qu'au Canada, à l'intérieur même ici, on puisse l'exiger pour aller, par exemple, voir un match au Centre Bell. C'était un débat sur l'utilisation, mais on pense que l'outil lui-même devrait déjà être connu, devrait déjà être disponible. Et là, on a des gens qui commencent à être des doubles vaccinés. Et ces gens-là vont rapidement vouloir pouvoir voyager, le démontrer à l'étranger et ici au Canada. Oui, vous dites l'outil devrait être déjà connu, déjà disponible. Vous attendez ça pour quand, ce passeport vaccinal? Moi, si on me dit que c'est en juin, parce qu'on dit qu'en juillet, selon les dernières annonces, les gens pourront voyager, c'est clair qu'on veut que ce soit disponible en juin, d'ici quelques semaines. Comme je le dis, le Québec a déjà un code QR. Les gens qui sont doublement vaccinés ont déjà reçu une preuve qu'ils sont doublement vaccinés. Maintenant, il faut que cette preuve-là puisse être reconnue quand on en a besoin. Donc, c'est la dernière étape, je dirais, et c'est une étape presque technique, mais sinon, c'est la tour de Babel. Si personne ne se comprend, personne ne se reconnaît, c'est les certificats de vaccination, on n'est pas plus avancé. Oui. En terminant, Michel Leblanc, on sait que le gouverneur du Vermont s'est adressé virtuellement aux gens d'affaires du Québec il y a quelques jours. Phil Scott, qui dit piaffé d'impatience de voir la frontière canado-américaine rouvrir. Il faut dire que les Québécois, les Montréalais, c'est une manne de 200 millions de dollars annuellement pour l'économie locale du Vermont. Mais l'inverse est vrai également. Évidemment, les Américains, les Européens, c'est une manne pour l'économie de Montréal, pour l'économie du Québec. Alors que l'atmosphère, je dirais, est plutôt à l'optimisme, là, alors que la campagne de vaccination a pris son rythme de croisière, sa vitesse de croisière au Canada. Est-ce que les gens d'affaires sont aussi optimistes quant à la sortie de crise, à la sortie de cette pandémie? La plupart, oui. En fait, il y a un reflet de la société, c'est-à-dire qu'il y a des gens d'affaires qui ont vécu la pandémie de façon très dure personnellement ou qui sont inquiets, mais de façon générale, dans le milieu des affaires, il y a quand même un très grand respect pour ce que la santé publique à travers le monde a annoncé. Et on a bien vu d'abord l'efficacité des vaccins. Les gens d'affaires regardent les courbes, regardaient ce qui se passait dans d'autres pays et voient très bien à quel point ça fait chuter le nombre de cas.
On voit également l'efficacité contre les variants et on voit des pays qui ont mis en place des systèmes qui fonctionnent. Les gens d'affaires aiment les systèmes qui fonctionnent. Alors, présentement, la grande majorité des gens d'affaires est beaucoup plus en termes de réflexion sur l'organisation du travail, le fameux télétravail, le retour dans les tours. Et du point de vue international, comme je le dis, il faut qu'on aille voir nos fournisseurs, il faut qu'on aille voir nos clients. La chose qui inquiète le milieu des affaires, c'est que le reste du monde se mette à se côtoyer de façon très fluide, pendant que nous, au Canada, on serait systématiquement 3 semaines, 1 mois, 2 mois en retard sur le reste du monde. Et c'est là, donc, qu'on presse les gouvernements et qu'on dit au gouvernement, soyez conséquents, la santé publique vous dit qu'on est rendu là, les vaccins, ça fonctionne. On était hésitant à fermer les frontières quand la pandémie est arrivée. Bien là, cette fois-ci, réussissons notre fin de confinement, réussissons la réouverture des frontières. Soyons pas hésitants, prenons des bonnes décisions. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Un fonctionnaire fédéral a décidé de défendre devant les tribunaux son droit de travailler en français, un droit qui est prévu bien sûr dans la loi sur les langues officielles. André Dionne, un employé du bureau du surintendant des institutions financières, travaillait depuis Montréal, mais comme il était constamment en contact avec ses collègues de Toronto, tout se passait dans les faits en anglais. André Dionne est aujourd'hui à la retraite, mais sa cause est entendue ces jours-ci par la Cour d'appel fédérale et j'en discute avec le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge. Bonjour, Monsieur Théberge. Bonjour. Bon, il faut dire d'abord que la cause de ce fonctionnaire, là, M. Dionne, elle n'est pas étrangère au commissariat aux langues officielles. Le commissariat avait été saisi de cette affaire en 2010 et avait d'ailleurs donné raison à M. Dionne. Rappelez-nous d'abord les faits de toute cette affaire, la cause. Eh bien, M. Dionne, comme vous l'avez mentionné, est un fonctionnaire qui travaillait dans la région de Montréal, région désignée bilingue pour les fins de travail. Dans son rôle, M. Dionne travaillait avec le bureau de Toronto. Et ce qui est arrivé, c'est que très souvent, les documents, tout se faisait en anglais. Donc, M. Dionne n'avait pas le matériel nécessaire pour travailler dans la langue de son choix, comme il a le droit dans une région désignée bilingue pour les fins de travail. Donc, M. Dionne a soumis une plainte. Cette plainte s'est avérée fondée et par la suite, mon prédécesseur est intervenu au niveau du tribunal et nous voilà aujourd'hui en appel après une décision qui, à notre avis, n'interprète pas bien les principes qui sous-tendent la partie 5 de la loi sur les langues officielles. Oui, parce que selon le jugement qui est porté en appel, le fonctionnaire Dionne avait l'obligation d'accommoder ses collègues unilingues anglophones parce qu'il travaillait finalement, comme vous dites, dans une région désignée bilingue, en l'occurrence Montréal. Comment fonctionne justement ce système de région bilingue et de région non bilingue? Eh bien, c'est désigné par le secrétariat du Conseil du Trésor. C'est souvent en fonction de nombre de population francophone anglophone. Et dans ces zones, les fonctionnaires ont le droit de travailler dans la langue de leur choix, d'être supervisés dans la langue de leur choix. Et un droit, on ne peut pas exercer un droit si on ne nous donne pas les outils, si on ne nous fournit pas le matériel pour justement exercer son droit. Et dans le cas de M. Dionne, c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc c'est une interprétation qui est très restrictive de la partie 5, c'est une interprétation très restrictive de l'égalité réelle qui est en jeu ici dans ce cas. Et c'est pour cette raison qu'on veut renverser parce que ce genre d'interprétation restrictive peut avoir un impact sur d'autres modalités de la loi sur les langues officielles. Cette cause, elle était entendue devant la Cour d'appel fédérale. On le disait il y a un instant. On attend une décision d'ici quelques mois. Quel impact ça pourra avoir, ce jugement, dans la cause de M. Dionne sur la langue de travail dans la fonction publique? Si on renverse la décision, ça va permettre à ceux et celles qui veulent travailler dans la langue de choix d'avoir les outils, d'avoir le matériel et d'avoir le droit d'exercer leurs droits, au lieu de se trouver dans une situation où il y a un accommodement. Et aussi, ça ferait en sorte qu'il n'y aurait pas d'impact, par exemple, sur la partie 4 de la loi ou la partie 3 de la loi. C'est une décision extrêmement importante, étant donné les défis
qui entourent l'utilisation du français en particulier en milieu de travail dans la fonction publique fédérale. Justement, cette cause, elle est entendue presque au même moment où vous avez déposé votre rapport annuel, rapport dans lequel vous révélez des lacunes importantes quant aux langues officielles dans la fonction publique, surtout depuis la pandémie, alors que bien du monde, on le sait, est en télétravail. C'est pas la première fois là, que vous faites ces constatations-là. Qu'est-ce que vous avez constaté cette fois-ci? Eh bien, cette fois, dans une situation exceptionnelle, dans une situation de pandémie, c'est à ce moment-là qu'on peut constater la robustesse de nos systèmes. Et ce qu'on a constaté par rapport aux langues officielles en situation de pandémie, en situation d'urgence, c'est que la capacité bilingue n'est pas là. On n'a pas en place les structures pour répondre aux besoins, surtout de communication des Canadiens et des Canadiennes dans la langue de leur choix. On a eu plusieurs plaintes par rapport à ça. L'étiquetage bilingue, des courriels en anglais seulement, des alertes dans une seule langue officielle, qui démontrent que depuis un certain nombre d'années, sinon des décennies, qu'on n'a jamais mis en place les systèmes nécessaires, les structures nécessaires pour répondre à des situations d'urgence. Et la pandémie a tout simplement éclairé cette situation. Au terme de votre rapport, vous dites aussi, M. Théberge, que ça va prendre des changements en profondeur, que c'est urgent de moderniser la loi sur les langues officielles. On attend toujours cette réforme qu'on nous promet depuis un bon moment. Qu'est-ce que vous suggérez? Eh bien, premièrement, il faut s'assurer que dans la nouvelle mouture de la loi, que la question de gouvernance soit adressée. Il faut absolument s'assurer qu'on identifie des responsables pour la gouvernance des langues officielles, pour l'intendance des langues officielles. Et dans ce projet de loi qu'on attend toujours, on voit qu'il y a des possibilités d'une meilleure gouvernance. Aussi, il faut absolument s'assurer qu'on crée les conditions nécessaires pour avoir des milieux de travail inclusifs sur le plan linguistique. Le projet de loi offre une occasion extraordinaire pour apporter des changements au niveau des pouvoirs du commissaire, au niveau de la gouvernance, au niveau d'une précision en termes de réglementation. Donc, c'est une occasion qu'on ne doit pas rater et on attend tous, effectivement, comment est-ce qu'on va traduire le projet de réforme en projet de loi, mais c'est un projet de loi ambitieux sur lequel on fonde beaucoup de nos espoirs. Oui, et vous dites dans ce projet de loi qu'on attend toujours. Est-ce que vous trouvez justement qu'Ottawa agit assez vite dans ce dossier-là? Je pense qu'Ottawa nous dit qu'un projet de loi sera déposé en 2021. Nous, au commissariat, ça fait 2 ans qu'on fixe cette date. Donc, mais 2021 avance rapidement. Donc, encore une fois, on est en attente. Oui, et il y a des élections qui s'en viennent peut-être aussi à l'automne. Alors, c'est une réforme qui pourrait se faire attendre. On va suivre le dossier. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Et je vais poursuivre cette discussion avec nos politologues Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boily à Edmonton. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Justement, sur les problèmes relatifs à la langue de travail dans la fonction publique, les problèmes pour obtenir en fait des services en français, ça fait des années qu'on en parle. On vient d'entendre le commissaire aux langues officielles. Stéphanie, d'abord, c'est une question évidemment qu'on se pose de façon récurrente, mais est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir au commissaire aux langues officielles au Canada? C'est une demande depuis de nombreuses années, que notamment les recommandations du commissaire lorsqu'il y a plainte et enquête ne soient pas tablettées, qu'elles ne prennent pas poussière, mais qu'il y ait un devoir pour les ministères et les agences, surtout récidivistes, de mettre en œuvre ces recommandations-là. Donc, c'est l'un des enjeux qui se présente et qui fera peut-être partie d'un projet de loi sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Oui, on attend toujours évidemment ce projet de loi de réforme. La COVID-19 révèle aussi des lacunes du fédéral en matière de bilinguisme, selon le commissaire. Selon lui, l'appareil fédéral n'était pas là pour répondre aux besoins pendant la pandémie. Frédéric, est-ce qu'on peut parler d'un échec de l'appareil fédéral en la matière?
C'est vrai que le mot peut être fort, échec, mais la façon dont le rapport est rédigé et les conclusions du rapport, on va dans cette direction-là, effectivement, d'un échec. C'est-à-dire que les temps de crise comme la pandémie de la COVID-19 montrent que l'appareil fédéral aurait dû être en mesure de répondre justement à cette obligation de bilinguisme et qu'on n'est pas en mesure de le faire. Et d'ailleurs, il y a des plaintes aussi dans le rapport qui remontent avant la pandémie et d'une certaine façon, la pandémie est un facteur d'exacerbation de ces difficultés-là de l'appareil fédéral en ce qu'on pourrait appeler l'esprit ou la culture d'entreprise qui n'est pas tout à fait là et qui fait en sorte que le français est souvent considéré comme une langue secondaire. Ouais. Dans ce rapport annuel, le commissaire écrit aussi qu'il y a urgence de moderniser la loi sur les langues officielles et ce, de façon, il faudrait le faire en profondeur. Stéphanie, on le disait il y a un instant, on attend toujours le projet de réforme, le projet de loi, en fait, sur la réforme des langues officielles. Est-ce que vous pensez que les libéraux de M. Trudeau partagent ce sentiment d'urgence? On espère qu'ils le partagent parce que ça fait depuis avant le 50e anniversaire de la loi en 2019 que le gouvernement promet d'y voir, promet de s'y mettre. On sait qu'au mois de février, la ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly, a présenté un plan de modernisation, mais le projet de loi en bonne et due forme se fait toujours attendre. Et même si ce projet de loi-là était déposé, disons, la semaine prochaine, là, juste avant les vacances d'été, il y a une bonne raison de croire que ce projet de loi-là pourrait mourir au feuilleton, surtout advenant la possibilité d'une élection à l'automne. Ben oui, effectivement. Et on verra la suite à ça, évidemment. Mais entre-temps, en fait, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes s'amorce samedi prochain. Frédéric, je vous demanderais d'abord, à quoi on peut s'attendre de ce sommet-là? D'abord, à retisser des liens. Dans une entrevue, Mme Lebel a parlé justement là, que parfois, et par rapport particulièrement à certaines francophonies hors Québec, comme c'est le cas dans l'Ouest canadien, ça reste brumeux, j'emploie son expression. Et elle a raison d'une certaine façon. On se connaît mal entre les francophonies de l'Ouest, francophonie ontarienne et francophonie québécoise. Et donc ça, c'est un élément important là, qui doit être amené. D'abord, commencer par dissiper certaines brumes quant à ce aux connaissances qu'on a des francophonies au Canada. Et donc, de ce point de vue-là, l'initiative du gouvernement du Québec, qui fait suite aussi à d'autres initiatives qui avaient été prises par les libéraux dans le passé, est un pas dans la bonne direction, mais il va rester aussi à concrétiser tout ça. Mais commençons par faire le premier pas, le rapprochement. Bon, et Stéphanie, justement, sur cette question-là qui va être débattue pendant ce sommet, sur la relation, en fait, entre le Québec et les francophones du reste du Canada, on en est où, je vous demanderais, dans cette relation? Est-ce qu'il y a eu quand même des changements, une évolution au cours des dernières années? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent une évolution dans le discours entre certains gouvernements et les francophonies canadiennes. Et donc, il y a un certain mouvement cyclique, si vous me le permettez. Mais la lame de fond, elle reste la même. Et ça, c'est vrai depuis les années 70, qu'on a un gouvernement libéral, péquiste et maintenant caquiste à Québec. Il reste des investissements importants et une certaine infrastructure dans les rapports entre la francophonie canadienne et le Québec. Donc, le sommet qui aura lieu dans les prochains jours, c'est vraiment pour que la population, à plus largement parler, celle qui ne s'intéresse pas nécessairement à la politique d'aussi près, puisse prendre meilleure conscience de l'existence des francophonies de part et d'autre des frontières provinciales, mais aussi justement d'inciter à ce qu'on apprenne à mieux se connaître à nouveau, puisqu'on parle d'une certaine scission là, au sein de la population qui a eu lieu à la fin des années 60, en vue, on l'espère, de politiques qui permettront un rapprochement de plus en plus grand pour monsieur et madame tout le monde, mais aussi au sein des différents gouvernements. Frédéric? Oui, tout à fait. Je pense c'est ce premier pas dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut commencer par, disons, se connaître, mieux se connaître, suite à des années où effectivement il y a eu de la méconnaissance de part et d'autre des diverses frontières, et que dans ce contexte-là, maintenant, c'est de commencer par ce premier pas-là, mais par la suite, ça va être le défi de concrétiser par des investissements, disons, matériels et
des structures qui vont perdurer dans le temps. Le prochain défi, ça va être de faire perdurer justement ce rapprochement-là avec du concret. Oui, alors on va suivre les suites, bien entendu, de ce sommet qui se tient en fin de semaine. Sur un autre sujet maintenant, Stéphanie, le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui que les Canadiens qui sont entièrement vaccinés, qui reviennent de l'étranger par avion, n'auront plus finalement à se soumettre à une quarantaine obligatoire à l'hôtel. La question plusieurs se posent, c'est comment est-ce que ça va être reçu par le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, qui demande au contraire à Justin Trudeau de renforcer les mesures de contrôle aux frontières? Oui, donc M. Ford, on le sait qu'il a eu chaud dans les dernières semaines, les derniers mois, avec une troisième vague qui était extrêmement turbulente en Ontario et qui tentait de changer les tensions, de changer le discours vers le gouvernement fédéral, de faire porter au fédéral une partie du blâme pour la flambée de cas de COVID-19 en Ontario, en parlant justement de ce que M. Ford considérait comme une mauvaise gestion des frontières internationales, qui est évidemment de compétence fédérale. Or, ce qu'on sait, c'est que en Ontario, comme partout ailleurs, la très grande majorité des personnes qui ont contracté la COVID-19 dans les derniers mois, elles l'ont fait au travail et non pas parce que elles avaient traversé les frontières vers l'international. Donc, ce n'est pas surprenant que M. Ford se dise inquiet de cette mesure-là. Mais personnellement, là, je ne suis pas particulièrement inquiète pour ce que ça voudra dire en termes de nombre réel de nouveaux cas de COVID-19. Oui, je m'adresse toujours à vous, Stéphanie, parce que le premier ministre Ford a lancé des publicités qui attaquent quand même Justin Trudeau sur le contrôle des frontières, des publicités quand même assez frappantes. Comment on réagit en Ontario à ces publicités-là? Je vous dirais que la réception de ces annonces-là a été assez tiède. C'était une stratégie. Je pense que beaucoup d'Ontariens ont vu clair pour tenter de faire porter le blâme au gouvernement fédéral pour une troisième vague qui a été très douloureuse. On le sait que l'Ontario a été la province qui a été en confinement pendant le plus longtemps de toutes les provinces au Canada. Et donc, il y a une partie de l'électorat progressiste conservateur qui voyait ces annonces-là d'un bon œil. Mais je vous dirais que ça n'a pas eu l'effet escompté pour redorer la réputation du gouvernement Ford. Oui, c'est ça, parce que c'est encore très confiné en Ontario. En Alberta, maintenant, Frédéric, le premier ministre Jason Kenney revient avec son idée d'organiser un référendum sur la péréquation. Les Albertains qui vont être appelés à donner leur avis, finalement, sur le retrait des paiements de péréquation de la Constitution canadienne. Je vous demanderais d'abord, est-ce que ça a des chances de succès, ce référendum-là? Qu'est-ce qu'on prévoit avec ça? Bon, probablement que la population albertaine, on va voir aussi si le taux de participation va être élevé parce que ça va se faire lors des élections municipales qui sont traditionnellement peu suivies. Peut-être que cette année, elles vont l'être plus, mais en tout cas, on va voir d'abord si on va répondre positivement du côté de l'Alberta. On peut penser que oui, mais par la suite, ça a peu de chances d'aboutir au gouvernement fédéral. C'est-à-dire que du côté du gouvernement fédéral, c'est un référendum qui est seulement une stratégie, comme l'a dit Jason Kenney lui-même, pour essayer de faire valoir l'idée que l'Alberta, finalement, contribue davantage que les autres provinces et qu'en plus, il n'y a pas de projet de construction, de nouveaux projets de construction de pipelines qui sont dans les cartons d'à peu près personne. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pour rappeler, disons, à son électorat conservateur qu'il est sérieux dans son opposition face à Ottawa. D'une certaine façon, il fait un peu la même chose que Doug Ford en Ontario, c'est-à-dire qu'il redirige l'attention vers Ottawa et parce que notamment Jason Kenney s'est fait reprocher par ses députés conservateurs durant tout l'hiver comme quoi maintenant il avait délaissé ce cheval de bataille et qu'il était trop timide et trop mou face à Ottawa, ce qui peut surprendre lorsqu'on n'est pas de l'Alberta. Oui, c'est ça. Il faudra voir aussi si ça va contribuer à rehausser sa cote de popularité auprès des Albertains. On sait qu'il est en difficulté, notamment à cause de la gestion de la pandémie. Alors, on verra les suites de ça. On aura l'occasion certainement de s'en reparler sous peu. Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boily à Edmonton. Merci pour ce survol de l'actualité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 9 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.